Vous êtes sur CGTN Français en direct depuis Beijing. Bienvenue dans l'essentiel, l'émission qui décrypte tous les mardis et jeudis les grands sujets d'actualité internationale avec nos analystes. La communauté politique européenne est officiellement née jeudi dernier. 44 dirigeants européens se sont réunis à Prague pour le premier sommet de cette nouvelle entité. Face au nouveau contexte géopolitique, il est clair pour l'Europe qu'elle doit trouver une issue à la crise sans affaiblir ses relations étroites établies au sein de l'UE. Et sous le patronage du président français Emmanuel Macron, peut-on amener à l'UE à organiser une Europe à plus grande échelle et à quels défis internes et externes sera-t-elle confrontée? Nous vous invitons à participer à nos débats en envoyant des messages via nos réseaux sociaux. Et sur le plateau se trouve avec moi Nicolas Hereusin, commentateur de CGTN, également en ligne avec nous Madame Song Xin, ancienne conseillère politique du Parlement européen. Bonjour. Bonjour. Alors donc cette communauté politique européenne fait ses premiers pas avec 44 chefs du continent européen qui se sont retrouvés jeudi dernier à Prague. Song Xin, quelle est l'origine de cette communauté? Qu'est-ce qui a motivé sa création? Bonjour, merci de m'avoir invité. L'idée, c'est vraiment créer une nouvelle institution pan-européenne de coopération intergouvernementale. Cette idée a été lancée par le président français Emmanuel Macron en mai lors de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. La France présidait à ce moment-là le Conseil de l'Union européenne pendant les premiers 6 mois de 2022. Et Macron venait d'être en plus élu pour son deuxième mandat comme le président de la France. Cela explique aussi la démarche proactive de Macron. Pourquoi Macron voulait faire cela? Car depuis des années l'Ukraine et les pays du voisinage de l'Est de l'Europe ont vraiment la volonté forte de rejoindre l'Union européenne. Sauf que comme ils ont été classifiés comme les voisins et appartiennent plutôt à la politique du voisinage, ils n'avaient aucune chance de devenir vraiment membres de l'Union européenne. La guerre a changé cette logique et la politique du voisinage. Et les pays de l'Est, l'Ukraine, Moldavie et la Géorgie ont reçu ce statut de candidat pour devenir membres dans le futur. Sauf que cette procédure est vraiment très longue et compliquée. Car il s'agit d'entreprendre des réformes politiques, économiques et financières pour correspondre aux critères de l'Union européenne. Cela pourrait vraiment durer 20 voire 30 ans. Regardez la Turquie qui a eu ce statut de candidat depuis 30 ans déjà, mais ils n'y sont jamais arrivés. Du coup, comment est-ce que on peut maximiser l'unité des pays européens? C'est plutôt créer ce genre d'organisation plus large pour affranchir les procédures de l'Union européenne. Voilà pourquoi Macron s'engage à créer cette CPE. Et en fait, comme vous dites, cette communauté est la traduction concrète d'une idée lancée en mai par le président Macron, donc 3 mois après le début de la crise du conflit russo-ukrainien. Nicolas, quels seront les domaines de gouvernance de la communauté politique européenne? Oui, alors donc on rappelle, c'est un forum de discussion qui est assez ouvert et le but c'est de pouvoir renouer un peu le dialogue avec certains pays donc, qui sont pas de l'Union européenne, certains pays comme le Royaume-Uni qui sont partis de l'Union européenne. Donc le but c'est de renforcer d'abord la sécurité, puisque effectivement cette nouvelle organisation a été créée dans un but très précis, c'était dans le cas de la guerre, de la crise actuelle entre l'Ukraine et la Russie. Donc c'est évidemment la sécurité, la sécurité contre ce que certains pays occidentaux appellent l'agression russe contre l'Ukraine, et donc se préserver une partie de l'Europe pour pouvoir préserver les frontières européennes. Donc c'est vrai que ça, c'est fondamental de savoir pourquoi ça a été créé, donc c'est ce réseau de sécurité au niveau des frontières. Ensuite, suite à ça, il y aura des partenariats au niveau économique, au niveau stratégique, au niveau de l'énergie aussi, puisque ce conflit actuel entre l'Ukraine et la Russie a créé une forte hausse des prix des matières premières, des carburants, de l'énergie. Donc là, on connaît un peu la crise avec le gaz russe. Donc effectivement, là, tous les pays européens sont touchés par cette hausse énorme de l'énergie. Et donc, il faut qu'il y ait une réponse
je dirais, collective hein, ce défi lancé à l'Europe au niveau continental, pas seulement à l'Union européenne, mais tous les pays qui font partie de l'Europe sont touchés par cette grande crise énergétique. Donc ça fait partie un petit peu des grandes tendances, hein, quelles va être un peu la stratégie de cette nouvelle entité. Également, il y aura des projets, on pourra revenir, hein, sur l'éducation, sur la jeunesse, sur la cybersécurité, sur la préservation de la santé aussi, hein, puisqu'on se rappelle aussi qu'on sort de la crise du Covid-19, une crise sanitaire qui a bien sûr touché l'Europe de plein fouet. Donc il y a aussi un partenariat pour essayer d'avoir une communauté aussi de sécurité sanitaire dans l'ensemble de l'Europe. C'est vrai que la crise en Ukraine a mis en avant la nécessité de développer des liens en matière énergétique, de transport, de commerce, etc. On se demande, est-ce que cette fois l'enjeu de cette communauté est surtout autour de l'énergie? Ah oui, ça c'est un point fondamental pour toutes les économies européennes, hein. Comment faire face à l'inflation des prix, l'inflation des prix de l'énergie, l'inflation des prix des matières premières, des produits alimentaires. Donc évidemment, il faut une stratégie commune. Et c'est vrai que sous l'égide du président Macron, qui était le président hein, du Conseil de l'Europe pendant les 6 derniers mois. Donc il a eu ce dialogue par exemple avec la Russie, il a discuté avec tous les présidents, tous les responsables gouvernementaux de l'Europe pour voir comment répondre à cette crise énergétique. Et c'est là où il a eu l'idée de pourquoi pas englober, en fait, élargir l'Union européenne vers tous les pays qui ne sont pas partie de l'Union européenne, certains par choix, hein, qui n'ont pas voulu rejoindre l'Union européenne pour leurs propres raisons, pour pas faire partie de la zone euro, certains comme le Royaume-Uni qui ont choisi de s'en sortir, d'autres qui sont en attente, hein. Il y a des pays qui demandent l'adhésion, il y a beaucoup de pays des Balkans qui demandent l'adhésion, l'Ukraine demande l'adhésion, donc voilà, tous ces pays sont en attente, et d'autres ne sont pas du tout dans l'Union européenne, mais quand même tous sont touchés par cette crise énergétique, et donc on ne va pas même parler de la Turquie aussi, qui à la fois qui cherche à rejoindre l'Union européenne, mais qui est aussi un membre de l'OTAN, donc qui a sa position aussi de médiateur avec la Russie. Donc tous ces acteurs-là peuvent discuter d'avoir une stratégie commune pour essayer de répondre à ce défi énergétique, défi de l'inflation qui touche tous les pays européens. Donc voilà un petit peu l'idée globale, c'est d'avoir une forme de discussion directe intergouvernementale entre président et chef de gouvernement pour discuter directement et non pas une commission avec une commission permanente, avec une structure hiérarchique, avec beaucoup plus de bureaucratie. Donc c'est en fait essayer d'éviter la bureaucratie et d'arriver avec des discussions directes entre les dirigeants européens. Enfin, c'est pour un ensemble du bien-être, de développement de l'Union, du continent européen. La protection en fait du continent européen contre les défis actuels qui sont la guerre aux portes de l'Europe, enfin même en Europe puisque l'Ukraine fait partie de l'Europe, donc aussi le défi énergétique et l'inflation. Donc en quoi diffère-t-elle de l'Union européenne, Song-Shin, quel est son objectif principal et en quoi diffère-t-elle de celui de l'Union européenne? Voilà. L'objectif principal est vraiment avoir en fait, l'unité en fait, au sens propre du terme. Si on regarde ce qui s'est passé en fait avant, il y avait en fait le référendum de Brexit, les négociations fatigantes de Brexit, les mouvements extrême droite au sein de l'Union européenne, en Suède, en Espagne, partout, et qui visent vraiment à sortir en fait de l'Union européenne parfois. Le président aussi hongrois qui était proche de la Russie, et donc tout cela m'a créé en fait cette impression que l'Union européenne est en train de se fondre, au moins, et à confronter à la division en fait. C'est exactement en fait l'opposite de ce qu'on doit avoir en fait en face d'une guerre et d'autres crises graves. Donc l'idée c'est vraiment renforcer ce sentiment d'être unis ensemble pour relever en fait les défis. Donc l'idée derrière c'est renforcer les liens entre les pays, entre les dirigeants, mais en dehors de ça, il est aussi entre les institutions, entre les dirigeants en fait régionaux, voilà. Et donc tout ce qui peuvent en fait être réunis en fait pour
pour avoir ce sentiment. C'est aussi pour cela que la CPE est différente par rapport en fait à l'Union européenne. L'Union européenne est une union fondée sur les droits européens. Par contre, la CPE, c'est plutôt une instance informelle fondée sur l'idée de renforcement de l'unité. En plus, en fait, l'Union européenne est avant tout une union en fait économique qui s'appuie sur le marché uni. En revanche, la CPE est une organisation politique avec un but indéfini et vague. Donc, il reste encore à voir ce qu'ils voudraient vraiment faire ensemble dans le futur. C'est vrai que l'Union européenne est tout un mécanisme beaucoup plus compliqué et beaucoup plus complet, on va dire, avec la monnaie, le marché, le droit. Et donc, en fait, est-ce que cette communauté pourrait peut-être faire des choses que l'UE est incapable de faire à l'heure actuelle? Alors déjà, c'est vrai que l'UE, elle est obligée en fait de demander un certain niveau bah, de droit, de politique et d'économie pour que les pays puissent y accéder. Mais c'est très long, hein, comme on vient de le dire, Songchin l'a dit, ça peut prendre 20 ou 30 ans dans le cas de Mm. l'Ukraine par exemple. Mais ces pays-là, ils ont besoin aussi d'avoir, je dirais, d'être intégrés dès aujourd'hui à l'Union européenne, aux pays de l'Union européenne, et pouvoir s'y préparer en fait pour pouvoir y accéder plus tard de manière plus facile, plus simple, plus douce. Donc c'est une manière un petit peu pour eux aussi de se rapprocher en fait à tous ces pays de l'Union européenne sans avoir forcément à répondre à toutes les directives, toutes les obligations que les pays de l'Union européenne doivent avoir. Donc c'est vrai que c'est une manière de tendre la main, de s'aider, de s'entraider et qu'il y ait un partenariat plus souple à travers cette nouvelle organisation de discussion. Moi, je rapprocherais ça un petit peu du G20 en fait. Mm. Du G20, les groupes de discussion où il n'y a pas d'obligation particulière Mm, en fait mm. pour accéder au G20, c'est juste avoir un niveau économique. Et là, c'est simplement faire partie de l'Europe et d'avoir ce que le président Macron disait, avoir des valeurs communes. C'est pour ça que deux pays ne font pas partie hein, de cette communauté de politique européenne, hein, c'est la Biélorussie et la Russie. On devine pourquoi, hein, étant donné les tensions actuelles, le fait que voilà, la Biélorussie soit un allié de la Russie qui est en guerre actuellement avec l'Ukraine. Donc l'Europe, en fait, voilà, le continent européen s'est réuni pour cette manière de pouvoir discuter et d'affirmer certaines valeurs politiques et économiques. Et en fait, on peut considérer la communauté, la CPE, comme un rassemblement beaucoup plus large que l'Union européenne, puisque 17 pays sont invités en plus des 27 membres du bloc. Par contre, en fonction de leur propre position, ils pourraient certainement avoir des sentiments mitigés pour chacun des pays. À commencer par le Royaume-Uni, qui a quitté l'UE il y a 2 ans avec le Brexit. Quelle sera la place du Royaume-Uni dans cette communauté? Je crois tout d'abord que c'est une opportunité pour que les deux côtés puissent en fait vraiment faire la paix sous en fait cette infrastructure. Car les négociations en fait de la sortie du Royaume-Uni en fait ont vraiment duré longtemps et on avait Theresa May, on avait Boris Johnson et maintenant Liz Truss comme Premier ministre au Royaume-Uni, mais aucun d'entre eux a vraiment réussi à conclure les négociations avec l'Union européenne. Et donc c'était vraiment fatigant, épuisant pour les deux côtés. Mais maintenant, en face en fait de la guerre en Ukraine, en fait les deux côtés mettent en fait les divergences à part pour trouver une réponse commune en fait vis-à-vis de la Russie. Donc la CPE ouvre une sorte de porte à des dialogues francs pour retrouver la confiance mutuelle entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Du coup, en fait, la place pour le Royaume-Uni, en fait, au sein de cette communauté politique européenne, dépend vraiment largement de la volonté des Anglais. Ça veut dire, ils veulent vraiment fonder en fait une sorte d'alliance avec l'UE, ou encore ils veulent adopter plutôt une autre démarche vis-à-vis en fait de la Russie. Et donc ça dépend plutôt en fait de la volonté des Britanniques, parce que je crois de la part de Macron et des diplomates ou des responsables européens, c'est plutôt c'est l'urgence qui nous oblige en fait de s'y adapter. Donc si vous voulez, on doit en fait
essayer de trouver en fait une solution en fait commune. En fait, avec la crise politique, et économique et sanitaire, le Royaume-Uni aussi se trouvait dans une situation assez compliquée et difficile. Est-ce que ça peut lui permettre de retrouver une posture internationale, de reavoir des influences dans le continent? Je pense que oui, en fait. Il se trouve que, comme vous l'avez dit, là, les crises hein, s'enchaînent hein, dans l'Europe, et justement après le Brexit. Donc en fait, l'Angleterre, le Royaume-Uni plutôt, se retrouve très isolé au niveau même international. Déjà avec les taxes douanières qui se sont remises en place du fait de son Brexit. Donc là, ça a créé d'un gros dysfonctionnement, des problèmes de ravitaillement, des problèmes de main-d'œuvre. Enfin, il y a énormément de problèmes en ce moment à ce niveau-là au Royaume-Uni. Ensuite, l'inflation des prix, les problèmes de l'énergie, donc ça se rajoute. Ensuite, le fait que voilà, les États-Unis ne sont pas forcément le partenaire idéal pour le Royaume-Uni actuellement, que les accords bilatéraux que le Royaume-Uni voulait faire et pensait vraiment tout miser là-dessus, en fait, en sortant de l'Europe, de l'Union européenne, pensait vraiment faire des relations bilatérales très, très fortes avec d'autres pays, tels que la Chine ou la Russie, bah, ça ne fonctionne plus pour l'instant. Donc, là, le Royaume-Uni cherche un petit peu une porte de sortie en fait à ses problèmes économiques, son inflation énorme. Et c'est vrai que il est bizarre, étonnamment, hein, puisqu'on pourrait se dire un pays comme ça qui est sorti de l'UE avec perte et fracas, là revient essayer dit qu'il est motivé pour faire partie de cette communauté politique européenne et est prêt à discuter avec ses partenaires européens. Donc c'est vrai que là on sent qu'il y a un besoin de renouveler un peu des accords, non seulement le dialogue, mais aussi des accords économiques avec tous les pays de l'Europe, parce que finalement, peut-être que les partenaires principaux du Royaume-Uni, c'est peut-être des pays européens. Donc voilà, il y a un retour en fait, voilà, le divorce, ça avait été un peu violent, mais on a l'impression que là, c'est une sorte de retour un petit peu à une sorte de relation plus saine entre les pays européens en général et le Royaume-Uni. Mm. C'est vrai que parmi les 44 pays membres, chaque pays a des positions très différentes. Certains craignent que la communauté politique européenne devienne une antichambre des pays demandant l'adhésion à l'UE. Song-Sin, pensez-vous que cette doute est légitime, cette crainte de antichambre des pays demandant à l'adhésion à l'UE? Voilà, du point de vue de l'Union européenne, en fait, c'est en fait très nécessaire de donner d'abord en fait l'espoir aux pays candidats, car comme on a déjà mentionné, en fait, la procédure d'adhésion peut vraiment durer longtemps et les réformes doivent se faire en conformité avec les droits européens. On les appelle les acquis communautaires. Il y a plus de 35 réformes en parallèle. Et on fait du benchmarking pour savoir qui est le meilleur élève parmi les candidats. Et le meilleur peut rejoindre, tandis que les autres doivent encore faire des efforts pour prouver qu'ils sont qualifiés. Cela pourrait être vraiment très épuisant pour les pays candidats et certains pourraient aussi abandonner à mi-chemin. Comme la Turquie, j'ai déjà mentionné. Donc les gens disent que peut-être c'est une bonne opportunité pour les pays s'intègrent en fait, comme Nicolas a mentionné, de manière douce et progressive. Ça veut dire en fait, il faut leur donner en fait la possibilité en fait de parler, d'exprimer en fait avant tous les autres membres pour prouver en fait qu'ils sont aussi capables de devenir en fait le membre dans le futur. Donc c'est vrai que ça pourrait être regardé comme une antichambre, mais il y a aussi des pays qui ont plus en fait la volonté de rejoindre en fait l'Union européenne, comme la Turquie. Les Turcs disent que l'Union européenne ne veut pas en fait la Turquie comme membre. À quoi ça sert en fait de s'y en fait investir? Donc maintenant avec cette plateforme. Maintenant, avec cette plateforme, je crois que les pays qui sont candidats et les pays qui veulent plus en rejoindre peuvent vraiment essayer de trouver en fait un mécanisme pour savoir comment ils peuvent relever en fait, les défis, comme vous avez mentionné, énergétiques, économiques et financiers, qui sont vraiment très graves, qui peuvent peut-être enchaîner en fait une restitution par exemple,
Donc ça, c'est plutôt en fait le but principal, je crois. Ça peut vraiment être un défi interne de la communauté politique européenne, comme Song Xin a mentionné, par exemple la Turquie qui n'est pas du tout alignée sur les sanctions européennes contre la Russie. Comment ce genre de pays pourra trouver sa place dans la communauté? Bah, c'est tout le paradoxe en fait. Cette communauté, à la fois, elle est très large, mais peut-être aussi trop large en fait. C'est double tranchant. C'est à double tranchant parce que, par exemple, à l'intérieur de cette, voilà, cette communauté, qu'est-ce qu'on voit? On trouve l'Arménie et l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan qui sont en conflit, hein, qui avaient un conflit frontalier encore meurtrier ces dernières semaines. Et donc, ces deux pays qui ne sont en conflit, et comment vont-ils pouvoir se parler et avoir une visée commune? La Turquie, elle aussi, qui a à la fois un pied avec l'Union européenne et aussi avec l'OTAN surtout, et avec un pied avec la Russie. Donc, on a souvent même le président Macron a un petit peu critiqué, hein, la position du président turc Recep Tayyip Erdogan là-dessus. Donc, c'est vrai que il y a des tensions. La Bosnie-Herzégovine également. Donc, il y a avec la Bosnie, le Kosovo et la Serbie. Donc voilà, il y a aussi tous ces problèmes en ce moment, actuellement en Europe. Tous les pays ne s'entendent pas. La Turquie et la Grèce ne s'entendent pas du tout. Pourtant, on va essayer de trouver cette plateforme de discussion. Alors peut-être que ça pourrait aider justement avec ces discussions en face à face, directes, avoir peut-être des relations, de pouvoir gérer ces conflits-là de manière au plus haut niveau, au niveau des chefs d'État. Donc ça peut être un moyen, par la discussion franche et directe, on pourrait peut-être arriver à des compromis, ce qui a l'air d'arriver un petit peu en ce moment entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, puisque les présidents se sont parlé. Le président turc était aussi présent avec le président azerbaïdjanais et le président arménien. Ils ont discuté de savoir peut-être, ils ont accepté qu'il y ait une mission civile européenne qui vienne essayer d'aider à gérer ce problème frontalier. Donc ça peut, voilà, il y a ce genre de choses. Cette plateforme pourrait peut-être aider à gérer des problèmes au sein de l'Union européenne, enfin de l'Europe, je dirais en général, parce que c'est vrai que l'Europe n'est pas, loin s'en faut, n'est pas du tout totalement alignée, n'a pas les mêmes positions. Chaque pays a ses propres volontés. Comme on a dit avec les Balkans, qui cherchent à adhérer à l'Union européenne, qui ne veulent pas être laissés pour compte. Et donc eux aussi, ils avaient une sorte de ressentiment envers l'Union européenne. L'Ukraine qui appelle à intégrer l'Union européenne le plus rapidement possible. Il faut aussi pouvoir lui parler, lui dire non mais on rassure l'Ukraine, l'Ukraine pourra venir petit à petit intégrer la grande communauté européenne et pouvoir protéger un petit peu les frontières, puisque beaucoup de pays frontaliers avec la Russie ont appelé à une protection supplémentaire. La Pologne par exemple, là, directement, pour ne pas la nommer, ou les pays les pays baltes aussi ont appelé une sécurité renforcée quand même. Donc il y a une demande de sécurité. Et j'espère que à travers cette plateforme, si elle a un rôle à jouer, ça sera pour ce genre de pouvoir de discussions franches et directes. Et de trouver des compromis entre les pays. Sinon, ça ne sert à rien. C'est trop grand. Et de toute façon, cette communauté a élargi grandement l'échelle de l'Europe. C'est intéressant de noter que même les pays comme la Norvège et la Suisse, qui ne cherchent pas à rejoindre l'UE, participent à la CPE. Song Xin, quelles pourraient être leurs attentes? Ce que la Suisse en fait a fait lors de la guerre est vraiment étonnant du point de vue en fait qu'ils ont vu qu'ils ont déjà abandonné leur neutralité traditionnelle et gelé en fait les avoirs en fait, du personnel visé. Ils s'approchent en fait donc les Suisses de plus en plus des décisions faites par Bruxelles. Pour la Norvège, qui est en fait devenue le premier fournisseur de gaz naturel en fait de l'Union européenne, en remplaçant en fait la Russie. Et donc pour eux et pour la plupart des pays en dehors du bloc européen, ils sont là, le but, comme j'ai déjà dit, est de montrer qu'ils ont des choses en commun entre eux. Par contre, c'est aussi pour montrer qu'ils n'ont pas grand-chose en commun avec la Russie et la Biélorussie, qui sont pas vraiment, qui sont pas invités. Donc, ils ne s'attendent peut-être pas vraiment à une organisation en fait supranationale, enfin comme l'Union européenne, qui prime sur leur souveraineté nationale, mais plutôt à une image ou une
une impression qu'ils veulent faire véhiculer dans le monde, qu'ils sont les Européens et les voisins des Européens sont ensemble, pour faire face en fait aux défis communs. C'est ça. Et sur la Turquie, je voudrais ajouter en fait deux petites choses. Je crois que c'est vraiment un avantage pour que la Turquie soit vraiment un membre en fait de cette CPE, parce que en fait la Turquie se montre toujours en fait neutre vis-à-vis en fait, de la Russie pendant la guerre. Bon, pour l'instant, les Russes et les Ukrainiens ont refusé en fait de dialoguer les uns avec les autres, mais je crois un jour ils vont certainement revenir en fait à la table de négociation. À ce jour-là, en fait, on doit rejouer en fait la carte diplomatique avec Moscou. Donc, vaut mieux en fait envoyer les diplomates en fait turcs que les diplomates bruxellois, par exemple, car Poutine a perdu toute confiance en fait en monde politique en fait occidental. Donc dans ce cas-là, la communauté politique européenne peut encore avoir en fait une voix qui pèse en fait sur les dialogues en fait pour avoir une cessez-le-feu par exemple. Donc, je crois que c'est un avantage pour avoir un pays neutre en fait au sein de cette CPE. Au lieu de dire en fait on est tout contre Poutine, c'est un club anti-Poutine. Ça c'est vraiment pour un but à long terme. C'est vraiment la paix. Voilà. Et un autre point intéressant, c'est que beaucoup comparent la CPE avec la Confédération européenne qui est proposée par le président François Mitterrand en 1989 lors de l'effondrement de l'Union soviétique. En fait, sa proposition n'avait pas été concluante, mais il avait soulevé une bonne question qui existe encore aujourd'hui selon le président français Emmanuel Macron. Et comment pouvons-nous organiser l'Europe politiquement et à une plus grande échelle que l'UE. Est-il possible pour cette communauté d'y parvenir, Nicolas? Alors, on va le voir, il y a des réunions qui sont prévues 2 fois par an. Donc à la fois une fois dans un pays qui ne fait pas partie de l'Union européenne, une fois dans un pays qui fait partie de l'Union européenne. Donc le prochain sommet, ça sera dans 6 mois, ça se déroulera en Moldavie. Donc ça c'est intéressant aussi, c'est encore un signe, la Moldavie qui demande à intégrer l'Union européenne, qui est très proche de l'Ukraine au niveau territorial, qui a aussi, on dirait, soumise à une forme de tension quand même avec la Russie. Et donc elle aussi va accueillir cette grande communauté. Donc voir si dans l'avenir, si ça va se perpétuer, si ça va durer, si ça a été fait seulement dans le cas de la crise actuelle entre l'Ukraine et la Russie, ou si c'est un élan qui serait à long terme pour aider tous les pays européens à discuter et à pouvoir s'entraider. On va voir, tout ça, est-ce que c'est la nouvelle voie de l'Europe? Parce que c'est vrai que l'Union européenne, c'est une voie économique, c'est vrai qu'il y a cette intégration, elle est très critiquée aussi au sein même des pays de l'Union européenne, savoir cette bureaucratisme, ces décisions qui sont prises à Bruxelles. Alors que là, justement, on est en dehors de ça, c'est pour ça que les pays comme la Norvège ou la Suisse y participent, ou le Royaume-Uni ou la Turquie. C'est vrai qu'il y a je dirais que tous les pays sont sur un pied d'égalité, peuvent en discuter entre eux. En tout cas, la réunion sera suivie par des tables rondes et des rencontres bilatérales. Reste à voir cette communauté. Est-ce que ça va amener l'Europe vers un meilleur avenir? Merci Nicolas, merci Songxi. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle édition de l'Essentiel.